Aujourd'hui, sur Expertise AI, nous allons plonger au cœur d'un événement brûlant. La rencontre prévue ce 15 août à Anchorage, en Alaska, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais pour comprendre les enjeux cachés derrière les sourires officiels, nous allons nous appuyer sur des décennies d'archives, d'enquêtes et d'analyses, dont le travail du journaliste Régis Janté. Et surtout, nous allons utiliser des outils d'intelligence artificielle pour croiser ces données avec les signaux faibles de l'actualité, afin de décoder la réalité géopolitique derrière ce sommet historique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de notre analyse complète. Et si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à Expertise AI, activez la cloche, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous pour que l'information circule. Le 15 août 2025, à Anchorage en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer. Un sommet qualifié de simple « listening exercise » par la Maison-Blanche, mais qui pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre en Ukraine et l'équilibre mondial. Derrière cette rencontre officielle, il y a une histoire secrète, vieille de plus d'un demi-siècle. Une histoire que nous allons décrypter aujourd'hui avec les outils de l'intelligence artificielle. Chapitre 1. L'actualité brûlante. Dans quelques jours, Trump et Poutine s'assoiront à la même table. Pas d'invitation pour Volodymyr Zelensky, ce qui inquiète Kiev. Trump évoque déjà un possible échange de territoire entre Russie et Ukraine, pendant que l'Union européenne rappelle qu'aucune frontière ne peut être redessinée par la force. Les marchés réagissent, les valeurs de la défense reculent, tandis que les entreprises liées à la reconstruction grimpent. Mais pour comprendre pourquoi cette rencontre pourrait aller bien au-delà de la diplomatie du moment, il faut remonter aux origines. Car ce tête-à-tête n'est pas une première. C'est l'aboutissement d'un long chemin que le journaliste Régis Janté a minutieusement exploré. Chapitre 2. Les racines historiques selon Régis Janté. Dès les années 70, le KGB s'intéresse à Donald Trump via sa première épouse, Ivana, originaire de Tchécoslovaquie. En 1987, un voyage à Moscou, orchestré par le KGB, marque le passage de la simple observation à la tentative d'influence. Dans les années 90, alors que Trump traverse des difficultés financières, des réseaux liés à la mafia russe elle-même connectés aux services secrets l'auraient soutenu par des transactions immobilières atypiques. Exemple frappant, la villa de Palm Beach, achetée 41 millions et revendue 95 millions à un oligarque russe, sans gros travaux, en pleine crise. Et, depuis 1987, une constante, critiquer l'OTAN, un discours aligné sur les intérêts de Moscou. Pour mieux comprendre la profondeur de ces liens, nous allons écouter un extrait d'analyse dédié à l'œuvre de Régis Janté, qui met en lumière la manière dont ces relations ont pu façonner la vision géopolitique de Trump. Alors aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant. Ces liens supposés entre Donald Trump et Moscou. Des liens qui remonteraient à des décennies. Oui, bien avant la présidence, en fait. C'est une relation complexe qui s'est construite sur le temps long. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur les travaux d'un journaliste, Régis Janté. Il a écrit un livre, donné une interview, il a pas mal enquêté là-dessus. Tout à fait. Son enquête est assez fouillée et propose une lecture, disons, chronologique de ses contacts. D'accord. L'idée, c'est donc de comprendre un peu la nature de cette relation, comment elle aurait pu commencer, comment elle a évolué, en se basant sur ce qu'il a trouvé. Alors, par où on commence? Ça date de quand, les premiers contacts? Eh bien, d'après Janté, ça remonterait aux années 70. Le KGB, les services secrets soviétiques, aurait commencé à s'intéresser à Trump via sa première épouse, Ivana. Ah oui, Ivana Trump, qui était d'origine tchèque. Exactement. Et la Tchécoslovaquie, à l'époque, c'était un pays satellite de l'URSS. Donc, la sécurité d'État tchèque, la STB, qui était en gros une antenne du KGB, D'accord. aurait commencé à collecter des informations sur lui. Déjà à l'époque, il était perçu comme quelqu'un d'intéressant, une personnalité d'avenir. Mhm. Et on est dans quel contexte là? Années 70-80? C'est aussi le moment, surtout dans les années 80, où on voit l'arrivée de la mafia russe, notamment à Brighton Beach, à New York. Oui. Et GNT insiste sur un point important. Cette mafia russe, elle serait structurellement liée aux services de sécurité, au KGB. C'est pas comme la mafia occidentale, quoi. Il y a un lien État-crime organisé très fort. Je vois. Et cette surveillance, cette collecte d'infos, ça mène où? Il y a ce fameux voyage à Moscou en 1987, c'est ça? Oui, voilà. Ce voyage, GNT le décrit comme largement facilité, voire même orchestré par le KGB, en utilisant l'agence de tourisme officielle, un touriste. Ah oui. Et dans quel but alors? Ce n'est plus juste regarder? Ben non, l'objectif aurait changé.
On passerait de la simple observation à une tentative d'influence, ce qu'on appelle cultiver une cible dans le jargon du renseignement. Et Trump lui-même, il était conscient de ça? Ou il voyait juste le prestige, les opportunités d'affaires? C'est difficile à dire, hein. Très probablement flatté, séduit par l'idée de faire des affaires en URSS, le côté un peu grandiose. Sa conscience réelle de la manipulation, ça reste flou. D'accord. Et après ça, les liens deviennent plus financiers, c'est ça que dit Janté. Il parle d'aide quand Trump a eu des problèmes, hein. Oui, c'est une des hypothèses fortes de l'enquête. Trump a connu plusieurs faillites dans les années 90, on s'en souvient, Mhm. et des figures liées à cette mafia russe, elles-mêmes connectées au KGB ou à ses successeurs, l'auraient en quelque sorte aidé à se maintenir à flot, Comment? via ses affaires. Oui, en utilisant ses casinos, par exemple, ou ses propriétés, comme la Trump Tower, pour du blanchissement d'argent. C'est ce qui est suggéré. Il y a des noms qui sont cités? Oui. Janté mentionne par exemple un certain Félix Sater, un associé de Trump, jusqu'en 2015 environ, qui avait un passé assez trouble lié à la mafia russe. Et il y aurait cet email célèbre où Sater écrit, bien plus tard, On va faire élire notre homme. Ah oui, quand même. Il y a aussi l'histoire de la villa de Palm Beach, qui est souvent citée. Oui, c'est un exemple assez frappant que Janté analyse. Hmm. Trump achète une villa environ 41 millions de dollars en 2004. D'accord. Et il la revend 95 millions, donc plus du double, à un oligarque russe Dmitri Rivolovlev en 2008. Et ça, en pleine crise financière. Sans avoir fait de gros travaux entre-temps, hein. Apparemment très peu, voire pas du tout. Donc un bénéfice net de plus de 50 millions de dollars. Pour Janté, c'est un exemple de cette cultivation, une manière peut-être d'injecter de l'argent, de rendre service. Une sorte de récompense ou d'investissement déguisé, plutôt qu'un paiement direct. C'est l'interprétation, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la constance de certaines positions de Trump. Dès 1987, juste après son retour de Moscou, Oui. il publie des tribunes dans de grands journaux américains pour critiquer l'OTAN. Il dit que les États-Unis paient trop pour la défense de l'Europe et du Japon. Ah oui, déjà en 87. Ce discours anti-OTAN, c'est pas nouveau chez lui alors. Absolument pas. Et c'est un discours qui, évidemment, allait dans le sens des intérêts de Moscou, à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs. Fascinant cette constance. Et les services américains, le FBI, y voyaient quoi à l'époque? Ils le considéraient comment, Trump? Pas comme un agent classique, j'imagine. Non, non. D'après les sources de Janté, le terme qui correspondrait le mieux, ce serait contact confidentiel. Quelqu'un d'influent, approché, cultivé sur le long terme, mais pas un agent recruté au sens strict qui fournirait des rapports secrets ou serait payé directement. D'accord. Il semble aussi que le FBI, dans les années 80-90, était peut-être moins focalisé sur ce type de menaces ou manquait de spécialistes, de russophones, surtout après la chute du mur. L'attention était ailleurs. Je vois. Et si on avance un peu? La relation plus récente, Trump-Poutine, Janté y voit quoi? Juste de la politique ou il y a autre chose? Des points communs entre les deux hommes? Oui, c'est un point important de son analyse. Malgré leurs parcours très différents, il souligne des convergences fondamentales. Une certaine admiration, peut-être, de Trump pour Poutine. Il avait déjà essayé de le rencontrer en 2013, bien avant d'être candidat. Ah bon? Oui. Et puis, un rejet commun des élites, de la démocratie libérale. Trump a cette formule « I hate nice people ». Je déteste les gens bien élevés, en gros. Il y a aussi le culte de l'homme fort, cette volonté affichée de restaurer la grandeur nationale, des origines sociales qu'ils revendiquent tous les deux comme plus populaires que celles des élites traditionnelles. Et puis cette mentalité, toujours attaquer, ne jamais s'excuser. Une stratégie que Trump aurait apprise d'ailleurs auprès d'un avocat célèbre, Roy Cohn, lui-même lié à la mafia. Donc pour Janté, Trump n'est pas juste un idiot utile que Moscou manipulerait facilement. C'est plus ancré. C'est ce qu'il suggère, oui. Il parle même d'une adhésion de fond à certains principes antilibéraux, autoritaires, ce qui rendrait Trump, même s'il est imprévisible, ingérable, comme disent certains. Ouais. Ça le rendrait fondamentalement aligné avec certains objectifs de Moscou. Et donc, paradoxalement, assez prévisible pour eux sur le long terme. Donc finalement, cette longue histoire de contact, d'argent présumé, de convergence idéologique, ça pose question, hein? Tout à fait. Ça soulève une question plus large, je crois. À quel point est-ce que des décennies de relations, une vision du monde peut-être façonnée par certaines influences, à quel point tout ça peut ancrer durablement des positions géopolitiques? Bien au-delà des calculs politiques du moment, c'est une réflexion sur le poids de l'histoire personnelle finalement dans la marche du monde. Chapitre 3. L'analyse IA. Grâce à l'IA, nous avons croisé les données historiques avec les signaux faibles de l'actualité.
Les constantes idéologiques et stratégiques de Trump et Poutine montrent un alignement profond. Les scénarios probables incluent un compromis territorial partiel, avec des conséquences durables sur l'équilibre européen. Les réactions européennes et les fluctuations des marchés laissent entrevoir un mélange d'espoir de détente et de crainte d'un bouleversement géopolitique. Conclusion. Ce sommet d'Anchorage n'est pas seulement un moment de diplomatie. C'est l'écho d'une relation forgée depuis plus de 50 ans, mêlant influence, argent et vision commune du pouvoir. Et si les accords de demain étaient déjà inscrits dans l'histoire d'hier? Si ce contenu vous plaît, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous à Expertise AI, activez la cloche, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous pour que l'information circule. Vous êtes sur Expertise AI, et ensemble, nous continuons à analyser le monde, un algorithme à la fois.